Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espoir et Dignité TV, Voix libre. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir et d'accueillir notre camarade professeur Annie Lacroix-Riz, historienne reconnue pour ses travaux sur les relations entre le Vatican, les puissances européennes et les grands événements du XXe siècle. Avec elle, nous allons essayer de revenir sur une question brûlante. Quelles sont les racines historiques de l'implication du Vatican dans les affaires ukrainiennes et comment cette influence s'est-elle construite à travers le temps? Professeur Riz, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir adressé cette invitation. Merci infiniment, c'est un honneur pour moi. Professeur, pouvez-vous nous rappeler comment et pourquoi le Vatican s'est intéressé historiquement à l'Europe de l'Est? Quels ont été les grands moments d'interaction entre le Saint-Siège et l'Ukraine avant la Seconde Guerre mondiale? Et surtout, comment le Vatican a-t-il joué un rôle dans la politique anticommuniste en Ukraine et plus largement dans les pays de l'Est? Alors, il faut d'abord insister sur le fait que l'anticommunisme, la victoire bolchevique a donné un visage ou un masque exclusivement anticommuniste ou anti-bolchevique à des pratiques qui n'avaient rien à voir avec l'idéologie, à des pratiques qui sont liées aux intérêts matériels. Ces intérêts matériels, et je voudrais commencer par ça, ce sont les intérêts matériels de l'Église romaine. Et les intérêts matériels de l'Église romaine ont été, bien entendu, ils sont divers, puisqu'ils s'étendent à toute la zone catholique. Mais pourquoi est-ce que ça reste si fort et pourquoi ça a eu un rôle si déterminant dans des pays où la religion demeurait en quelque sorte le moyen pratiquement ouvert de guider les populations? Pour des raisons qui sont liées au rapport du Vatican, c'est-à-dire finalement des privilégiés, notamment des grands propriétaires fonciers d'Italie, ces rapports avec le monde germanique. Or, quels sont ces rapports qui précisément se modifient à partir surtout du XIXe siècle? Avant le XIXe siècle, le Vatican est en quelque sorte l'esclave du royaume autrichien, de l'Empire autrichien, c'est-à-dire du Saint-Empire romain germanique, puisque l'ensemble germanique est dominé par l'Autriche. C'est quelque chose qui se modifie. Alors pourquoi est-ce que ces milieux qu'on appelle les milieux noirs au Vatican, les milieux catholiques italiens, il faut bien comprendre à quel point ils ont été liés à l'Autriche. Il faut se rappeler que l'Italie a été largement occupée par l'Autriche. L'unité italienne, elle s'est faite contre l'Autriche. Elle s'est faite physiquement contre l'Autriche, c'est-à-dire que l'Autriche, je ne vais pas faire l'historique en remontant trop loin, mais elle contrôle tout le nord de l'Italie au XIXe siècle, elle contrôle encore le royaume de Naples, enfin, évidemment, elle contrôle le Vatican et les États pontificaux, c'est une masse énorme au milieu de l'Italie. Or, qu'est-ce qui se produit au XIXe siècle? Alors, d'abord, comment est-ce que ces choses se sont établies? Il faut rappeler que le Vatican a été, en quelque sorte, le second de l'Autriche parce que il était en quelque sorte chargé de l'influence sur les populations, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'influence idéologique. Mais qui assure l'influence idéologique majeure dans la période ancienne et notamment dans ce qu'on appelle la période moderne, à partir, disons, à partir de la fin du Moyen-Âge, pour ne pas remonter plus loin? Qu'est-ce qui assure ça? Dans la zone considérée, c'est l'Église catholique. Or, l'Église catholique,
elle est au service des Habsbourg, elle est au service de la dynastie autrichienne. Et ça se voit alors, à partir du 16e, de la fin du XVIe siècle au surplus, le Vatican entre dans une période de dépendance directe et de ces Habsbourg qui l'ont emporté en Autriche. Et il faut bien comprendre que toute l'histoire de l'uniatisme, elle se noue à partir de la fin du XVIe. Elle se noue entre le XVIe et le XVIIe siècle avec ce qu'on appelle les accords de Brest. Bon, grosso modo, quand il y a une scission dans le catholicisme entre le catholicisme et ce qui va devenir l'orthodoxie, et qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie? C'est au fond une très forte réaction au germanisme, et en particulier à la puissance de l'Autriche. Donc, à partir de ce moment-là, qui est-ce qui décide dans toute la zone? C'est l'Autriche. Et je vais donner quelques exemples. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps dans la période ancienne, hein. Mais pour avoir une idée de ce qu'est la situation, à la veille de la guerre de 14, les nonciatures, c'est-à-dire les ambassades du Vatican, elles sont installées dans les ambassades autrichiennes. Par exemple, la Serbie, qui est un État slave, comme le Vatican les déteste. Et pourquoi il les déteste? Il les déteste parce que toute l'histoire moderne, c'est une histoire de la progression du germanisme ou de la tentative de la progression du germanisme contre les Slaves. Et à ce moment-là, c'est essentiellement sous l'égide de l'Autriche. Donc on est en 14, hein, en Serbie, ce qui va devenir la Yougoslavie. Tranquillement, l'ambassade du Vatican, elle est dans les locaux de l'ambassade autrichienne. Et c'est comme ça que les choses se font. Mais, depuis le 19e siècle, il y a une autre puissance qui est susceptible d'assurer la richesse du Vatican. La richesse de ces privilégiés noirs, de ce qu'on appelle l'aristocratie ou la bourgeoisie, les grands propriétaires fonciers noirs, c'est-à-dire ce Vatican. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Autriche, qui dirigeait presque tout, devient un pays faible, très faible, et un pays dont la faiblesse est dictée par ses rapports avec l'Allemagne, c'est-à-dire que la Prusse devient la puissance dominante. Et sans aller trop loin, mais il faut, pour que les gens comprennent comment les choses se sont installées, il faut revenir un peu à l'histoire du 19e siècle et qui a précédé le 19e siècle. Je dirais qu'aujourd'hui, les populations, c'est le cas en France, souffrent beaucoup de leur ignorance de l'histoire des 19e et 20e siècles. Parce que c'est une des raisons qui les empêche de comprendre les événements d'aujourd'hui. Or, à partir, sans aller très loin, à partir du moment où l'Autriche subit à Sadova, en Bohême-Moravie, c'est la clé du contrôle du territoire européen, une défaite retentissante, qui est la défaite de 1866 de Sadova, qui est, si vous voulez, l'équivalent de la défaite française de 1870 ou de la défaite française de 1940. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Prusse qui a grossi de tas de territoires, qui devient la puissance dominante. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, mes élèves ou mes étudiants d'ailleurs le pensaient, moi je sais pas possible, la Prusse est une puissance protestante. Le Vatican, il s'en fiche des protestants ou des pas protestants. Il déteste la France qui est catholique.
Ils détestent la Pologne qui est catholique. Pourquoi? Revenons à la Pologne. Parce qu'avant de parler de l'Ukraine, parlons des partages de la Pologne. La Pologne, elle est partagée à la fin du XVIIIe siècle entre trois puissances à plus ou moins fort appétit. La Russie, l'Autriche, l'Allemagne. Il n'y a plus de Pologne. Mais il y a des populations polonaises. Il y a une aristocratie polonaise. Et les populations polonaises, les populations qui vivent en Pologne, elles sont en large part constituées de populations ukrainiennes, ce qu'on appelle les rutènes, enfin bref, de populations qui sont, dont l'essentiel est constitué de paysans, ces paysans rutènes de l'ouest de la Pologne, dont les maîtres sont les grands propriétaires fonciers. Et ces grands propriétaires fonciers, non seulement ils sont grands propriétaires fonciers et dépendants des puissances germaniques, d'abord l'Autriche, puis de plus en plus l'Allemagne, mais en plus, ils ont besoin de la poigne germanique pour tenir les populations qui les détestent, ces grands propriétaires fonciers. Parce que, comme en toute affaire de religion, ce qu'on n'explique pas très bien aux populations, ce qui est déterminant, ce sont les intérêts matériels. Et ça permet de comprendre d'ailleurs pourquoi ces classes dirigeantes, ici d'ailleurs comme ailleurs, ont absolument piétiné les droits nationaux des populations. Parce qu'on vous parle du nationalisme polonais, etc. Mais le nationalisme polonais, ça a été un nationalisme largement populaire, et comme l'aristocratie polonaise, elle dépendait d'abord largement des Autrichiens, puis de plus en plus des Allemands, vous pensez bien que ça n'est pas le sort des populations qu'elle écrasait qui la préoccupait beaucoup. Alors on se retrouve en 1914. Je vais aller vite sur 1914, je vais insister beaucoup sur l'entre-deux-guerres, dans la situation suivante. Le Vatican, qui est sans doute, je dirais, le pays, si je puis dire, le petit, enfin, il a été pays, il y a eu des états pontificaux quand même, hein, mais dirons-nous la puissance, la plus influente sur une partie considérable de l'Europe, ce Vatican, comme je l'ai dit, s'est voué à l'Autriche. Et puis, à partir du XIXe siècle, la Prusse, elle conquiert toute une série de territoires de l'Est, y compris la Pologne. Alors, on comprend très bien pourquoi le Vatican, au service des puissances germaniques, est une puissance anti-slave, et une puissance anti-slave au surplus qui, c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, est une puissance admirablement renseignée. Et pourquoi elle est admirablement renseignée? Parce que, comme elle contrôle pratiquement, enfin pas toutes, mais dirons-nous, une grosse partie des populations d'Europe centrale et orientale, très grosse, qu'elle les contrôle de la naissance à la mort. Et comment elle les contrôle? Elle contrôle le baptême par son personnel. Elle contrôle tous les actes officiels de la vie. Elle contrôle la mort avec l'extrême onction. Alors on se dit, oh, tout ça, ça compte pas beaucoup. Pas du tout. Ils sont là de la naissance de quelqu'un à la mort de quelqu'un. Et vous imaginez, dans des populations qui sont des populations analphabètes, je dis bien analphabètes,
dont une partie importante en Europe centrale et orientale ne sait même pas lire, vous imaginez ce qu'est la puissance la force de ce qui est théoriquement une autorité morale. Donc, il est absolument indispensable, ce qui est malheureusement impossible avec ce qu'on appelle l'histoire religieuse, en tout cas en France, hein, où elle est directement sous la coupe, je dirais, de l'Église catholique et par conséquent des institutions officielles. Il faut absolument perdre l'habitude de croire que le Vatican est une puissance spirituelle. Le Vatican est une puissance dont l'histoire, dont les liens historiques ont conduit aux conséquences suivantes. Il est entièrement au service des puissances germaniques, comme les puissances germaniques à la veille de 14. C'est de plus en plus la Prusse qui a conquis toute l'Allemagne entre les années, dirons-nous, entre les années 60 et le moment définitif, c'est-à-dire la défaite sur la France qui provoque en 1871 à Versailles, dans la Galerie des Glaces, la proclamation du Reich allemand. Il faut se le rappeler, ça. Ce Reich allemand, il a fait sa paix avec le Vatican. Il est protestant. Dans son origine, il est entièrement protestant. Mais il a conquis des territoires qui, sur ces énormes marges, tant orientales, polonaises, qu'occidentales, la zone conquise sur d'autres pays et notamment sur la France, a des populations catholiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le Reich va lui-même pratiquer, c'est le cas sous Bismarck, une politique très anticatholique, ou d'apparence très anticatholique, du style « vous êtes bien gentil, mais vous ne ferez pas la loi chez moi ». En Prusse, c'est l'État qui contrôle la population. C'est l'État qui contrôle l'école. Ça n'est pas l'Église catholique. Et on ne va pas sortir de cette situation alors même que, d'une part, Bismarck, dans ce qu'on appelle le Kulturkampf, théoriquement le combat pour la culture, a obtenu de l'Église catholique qu'elle se tienne tranquille, c'est-à-dire qu'elle lui fiche la paix sur les questions, sur à peu près toutes les questions. Et comment ça s'est fait? Parce que, bien sûr, il y a eu des compensations. Et les compensations, c'est quoi? C'est la richesse foncière, c'est le contrôle des missions. Quand l'impérialisme allemand commence à se déployer, c'est-à-dire grosso modo à partir des années 1880. C'est sous Bismarck encore, hein? Bismarck qui dure jusqu'à 1890. Le Vatican a absolument besoin de l'Église catholique, comme de l'Église protestante, parce qu'il commence à conquérir l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Vatican étant extrêmement bien renseigné, et l'Autriche ayant pris des coups considérables, le Vatican est en train de passer d'une fidélité à l'autre. C'est-à-dire que, alors, évidemment, c'est particulièrement marqué avec la Première Guerre mondiale. Et je dirais que c'est symbolisé par un personnage qui occupe toute la première moitié du XXe siècle et qu'on ne connaît encore pas, qu'on ne connaît pas encore assez bien, dont il faut remarquer d'ailleurs que un des fers de lance de la guerre russophobe a joué un rôle récent très important, c'est Wojtyła.
le pape Jean-Paul II, qui est un de ses poulains, à l'époque où, à partir de 1946, il a nommé des évêques clandestins pour liquider la Pologne. Je reviens à la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'engage dans des conditions où le Vatican est encore partagé entre deux fidélités. La fidélité autrichienne et la fidélité allemande. Je répète, le Vatican déteste la France, elle est catholique la France, hein. Bon, et il a passé son temps à l'humilier. Bon, en faisant des faveurs à la Prusse protestante. Donc, on met de côté la religion. Et pendant au début de la guerre, je ne vais pas rentrer dans le détail des papes, mais il y a un pape qui est encore assez autrichien. Et puis il est remplacé par un certain Benoît XV, qui est de plus en plus sensible à la puissance allemande, et qui va aller mettre en Allemagne un nonce, comme tous les nonces d'ailleurs, évidemment, qui ne risque pas du tout de contrarier l'Allemagne, et même qui servira directement l'Allemagne. Qui il va choisir? Il va choisir un certain Eugenio Pacelli, une espèce de symbole des milieux noirs, dont toute la famille a été employée au Vatican, à des propriétés foncières, etc. Et, il faut le noter, a été un des artisans les plus féroces de la guerre, de la véritable guerre conduite par le Vatican contre la France. Parce que le Vatican, il prépare avec l'Autriche et l'Allemagne la guerre que tout le monde attend, qui va éclater en 1914, et il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est ce qui explique la rupture entre le Vatican et la France en 1904. C'est pas la France, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la France anticléricale, voilà, le petit père Combe, qui a déplu, qui a mené la guerre contre l'Église. Pas du tout, pas du tout. Parce que les anticléricaux français, et ils ont eu une belle postérité, ils n'étaient pas du tout cléricaux, anticléricaux pour conquérir les colonies. Comme impérialistes, ils n'étaient pas du tout anticléricaux. Et vous savez pourquoi ils n'étaient pas anticléricaux, les Français comme les autres. Parce que comment vous faites pour convaincre des populations en Afrique et ailleurs qui vivaient, grosso modo, de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance, qui se nourrissaient. Je ne dis pas qu'elles étaient bien riches, hein. Comment vous faites quand le colonisateur arrive et qu'il faut les pousser au travail forcé, qu'il faut leur faire construire des routes et des chemins de fer? Comment vous faites? Ben, il faut pratiquer l'intoxication religieuse, il faut faire venir des clercs, des catholiques. En France, ce sera surtout des catholiques, hein, pour des raisons historiques. Et qui est-ce qui va à la fois convaincre et aider la répression directe? C'est le milieu clérical. Donc le petit père Combe, il peut bien être anticlérical, il a besoin de l'Église catholique. Ça n'est pas du tout lui qui a voulu, qui a provoqué la rupture. Ce sont les préparatifs de la guerre avec la France. Moi, j'ai fait autrefois une grosse communication là-dessus. Vous voyez, qui d'ailleurs bascule tout ce qu'on raconte sur les papes pro-français, qu'on se le mette bien dans la tête, des papes pro-français, il n'y en a pas. Il y en a peut-être eu à l'époque d'Avignon, mais ça n'a pas duré longtemps. Bon. Donc le Vatican a toujours été du côté de l'Autriche contre la France,
toujours été du côté des puissances germaniques quand ça a été l'Autriche et l'Allemagne. Alors, il y a donc mon petit Pacelli qui a été un des artisans de la rupture avec la France, avec le secrétaire d'État Gaspari, déchaîné contre la France. Je ne sais pas si on peut établir une hiérarchie dans la haine de Pacelli entre la haine contre la France et la haine contre les Slaves. Je ne sais pas. Je pense qu'ils les détestaient aussi cordialement les uns que les autres. Or, quel est l'enjeu pour les Slaves? C'est la conquête de l'espace slave. Et la conquête de l'espace slave, c'était très intéressant pour l'Autriche. Hein? Ça allait ouvrir à l'Autriche l'espace de l'ensemble de la Russie, par exemple, hein? De toute l'Europe centrale et orientale, hein? Parce qu'il faut bien voir que c'est ça l'avant 14. Mais bien au-delà. Et puis, quand l'Autriche enregistre des échecs, c'est qui le grand vainqueur qui va la remplacer? C'est l'Allemagne. Je vais donner juste un exemple qui montre que toute l'Europe centrale et orientale est logée à la même enseigne. C'est que le protestant Bismarck, qui aime l'Autriche comme on aime son pire ennemi, et qui est un des artisans de la défaite écrasante de l'Autriche, alors que l'Autriche continue avant 1914 à multiplier les dépouilles dans les pays balkaniques, par exemple contre les Serbes. Qu'est-ce qu'il dit Bismarck? Il dit ça en 1886. Nous laisserons la vache autrichienne s'engraisser dans les packages balkaniques et quand elle sera bien grasse, nous la mangerons. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle se caractérise par quoi? Par l'affrontement, on le sait, des puissances occidentales, des impérialismes français et anglais, auxquels se joint momentanément, comme dans les deux guerres mondiales, alors là, le jeune impérialisme américain, qui a tellement financé les puissances occidentales, hein, avec les banquiers de l'Est, de la côte Est, qu'il veut récupérer sa mise et qu'il passe d'une situation d'alliance avec l'Allemagne à une situation de rupture avec l'Allemagne qui a de trop gros appétits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Vatican se trouve théoriquement le soutien et de l'Autriche et de l'Allemagne. Mais l'Autriche, elle devient une espèce de pantin dans la Première Guerre mondiale. Elle subit des échecs partout. Alors que l'Allemagne l'emporte à l'Est. Et l'Allemagne, de quoi elle rêve, outre des packages balkaniques? Elle rêve, et ça n'est pas neuf, de la conquête de la Russie. Et cette conquête de la Russie, toute la Russie, bien sûr, mais elle commence, je dirais, par ses morceaux les plus juteux. Cet énorme empire russe, il faut avoir en tête, hein, c'est quand même plus de 22 millions de kilomètres carrés. C'est le pays et de loin le plus vaste du monde. Donc cette Russie, elle a des marges. En l'occurrence, des marges, pour elle, les marges occidentales. C'est quoi? Ce sont les pays baltes, les plus déchaînés aujourd'hui. Et c'est l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est le bijou. Et c'est un bijou dont l'intérêt n'a fait que grandir
à la veille de la guerre de 14. Pourquoi? Comme les pays baltes, toute l'industrie de la Russie, toutes les activités modernes se concentrent dans ces régions et elles sont contrôlées par qui? Exclusivement par les pays impérialistes. Car il faut savoir que la Russie de 17, c'est un pays dont toutes les activités capitalistes modernes sont sous la coupe de l'étranger. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces étrangers qui sont partagés l'énorme morceau et dont l'Ukraine, je dirais, représente le bijou. Il y a tout en Ukraine. Il y a du fer, il y a du charbon, il y a tout. Il y a du blé, Qu'est-ce qui va permettre d'ailleurs de nourrir l'Allemagne en 1917-18? C'est les plaines d'Ukraine occupées. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, les pays baltes, ce pilier en fait de l'Allemagne qui est devenu un pilier de l'impérialisme américain, ce pilier-là, il est tout le temps occupé par l'Allemagne. Pendant la guerre, l'Ukraine est tout le temps occupée par l'Allemagne. Je laisse tomber l'Autriche parce que l'Autriche, rien du tout. Hein. Bon. Or, qu'est-ce qu'elle veut, l'Allemagne? Elle veut bien entendu conserver ça. Hein? Et le voler d'ailleurs, je dirais aux autres voleurs, puisque avant, en quelque sorte, l'impérialisme étranger s'est partagé ses marges. Hein? Il a investi dans les pays baltes, il a investi en Ukraine, il représente la richesse moderne de l'Empire russe. Donc, que se passe-t-il? On le voit très bien dans le cas de la Pologne. Je le rappelle, il n'y a plus d'État polonais depuis la fin du XVIIIe siècle. Il n'y en a plus. Avec les 3 partages de la Pologne, à partir de 1795, il n'y en a plus. Donc, il n'y a pas de Pologne. Hein? Elle est catholique, la Pologne. Le Vatican, il joue un rôle énorme. Il contrôle tout. Mais il est anti-polonais, pourquoi? Parce qu'après avoir considéré que la Pologne appartenait à l'Autriche, il considère que, et puis un peu à l'Allemagne, il considère que maintenant, il faut qu'elle appartienne entièrement à l'Allemagne. Et comment ça se voit, je dirais chronologiquement, c'est qu'au début, il y a un projet officiel, enfin officiel, le Vatican n'est pas officiellement dans l'affaire, hein. Il y a un projet évidemment d'éviction de la Russie, de la Pologne, hein. Il n'est plus question qu'il y ait de Russie, c'est fini les partages du 18e. On va évincer la Russie et théoriquement on va se partager la Pologne entre l'Allemagne et l'Autriche. Et puis comme l'Autriche ne subit que des échecs, et bien on voit ça avec l'évolution du petit Pacelli. C'est que au début, il est question d'un futur royaume de Pologne avec un roi autrichien, et puis à la fin, non, pas du tout. À la fin, ce sera une Pologne exclusivement allemande. Et alors ça, c'est quelque chose qui surprend le plus les gens. C'est pas possible. Le Vatican, il aime la Pologne, il la hait. Il la hait puisque c'est le bien de l'Allemagne. Ça a été le bien de l'Autriche et de l'Allemagne, maintenant c'est le bien de l'Allemagne. Et Pacelli, qui va devenir, il est pour l'instant, il a été collé à partir d'avril 1917 comme nonce à Munich, parce que, c'est vous dire ce qu'est le rôle de la Prusse, il n'y avait jamais eu de nonciature en Prusse. Pas besoin de nonciature, on n'a pas de catholiques. C'est-à-dire pas d'ambassade du Vatican. Donc le petit Pacelli, quand il arrive en 17 et qui remplace un autre fidèle de l'Allemagne, parce que le chef du Zentrum, du Parti catholique, a demandé au Vatican de lui envoyer, qui est un Allemand, a demandé au Vatican de lui envoyer alors quelqu'un qui est particulièrement dévoué à l'Allemagne.
Pourtant, il n'y avait que des dévoués à l'Allemagne. Hein. Mais celui-là, c'était un super dévoué. On n'en voit pas de Pacelli. Et comme l'Allemagne, qui ne subit pas d'échec à l'Est, c'est la grosse différence entre les deux guerres. Et ils ne se remettent pas d'ailleurs de la... Je dirais que l'Occident impérialiste ne se remet pas du tout de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est que dans la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se trouve en échec sur le front occidental à partir de 1917. En vrai échec. Mais elle n'est pas du tout en échec à l'Est. Elle a envahi la Serbie, elle a envahi la Roumanie, elle a envahi les pays baltes, elle a envahi l'Ukraine. L'Empire russe, il ne contrôle plus ces marges occidentales. Bien avant la révolution de 1917. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout doit être dévolu à l'Allemagne et que le principal artisan de cette politique, eh bien, on en fait cet ennemi juré de la France et cet ennemi juré des Slaves qu'est Eugenio Pacelli. Et il faut imaginer quand même ce qu'est ce Pacelli. C'est-à-dire quelqu'un qui a été pro-autrichien, qui est tellement, tellement attaché au Reich que très vite, courant 1917, il dit « il faut absolument que j'aille à Berlin », parce qu'il n'est pas à Berlin, il est à Munich. Il n'y a de nonciature qu'en Bavière. Et la Bavière, avant d'être rattachée au Reich, a été une zone extrêmement attachée à l'Autriche. C'était une sorte d'annexe de l'Autriche, la Bavière. Or, la Prusse, elle a mis la main dessus avec l'unification allemande. Et donc, quand l'Allemagne se trouve en difficulté en 1917, qu'est-ce qui se passe? Secondé par Pacelli, le pape, Benoît XV, lance une offensive de paix, une initiative de paix. Alors vous avez tous les grands partisans du Vatican, de la puissance humanitaire et spirituelle qui vous expliquent que voilà, c'est une opération de paix. Eh bien, écoutez, pour voir quelle opération de paix ça représente, voilà, je vais finir quand même par parler de mon livre. Hein. Je crois qu'en tout cas en langue française, voilà, il n'y a guère que mon livre qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich ». Vous voyez, c'est une photo intéressante. C'est le pape Pie XII en 1942 qui reçoit une bordée d'officiers allemands. Voilà, tous ces gens que vous voyez là, c'est les officiers allemands. Il les aime tant, les officiers allemands. Et bien, quand il est, vous voyez, quelques années plus tôt, en 1917, il est le porteur, évidemment, de cette opération de paix. Et bien, quand vous la regardez bien, moi je l'ai décortiquée, cette initiative de paix, à quoi vise-t-elle? Elle vise à consolider tous les territoires occidentaux que l'Allemagne a conquis, dirons-nous, entre 1863 contre le Danemark et 1870 contre la France, en passant par l'Autriche, enfin par la défaite autrichienne, et des territoires belges. Il s'agira, alors même qu'elle est en train de se faire vaincre sur le terrain occidental, de ne pas bouger la carte occidentale. Donc de conserver à l'Allemagne l'Alsace-Moselle, les duchés danois,
Eupen et Malmedy en Belgique, tout ça on gardera. Mais surtout, il y a le volet anti-slave de l'offre de paix. Et le volet anti-slave, c'est le contrôle de l'ensemble de l'Europe orientale. Alors, je ne vous donne pas le détail, comme mon livre est très long, il y a le détail. C'est à ne pas croire. C'est-à-dire que le Vatican a établi sa puissance, ou la puissance allemande, la puissance autrichienne d'abord, germano-autrichienne ensuite, allemande ensuite, sur l'ensemble de son personnel. C'est-à-dire ce personnel qui contrôle la population. Les curés, les évêques, tout ça c'est germanique. C'est germanique en Serbie, c'est germanique dans l'ensemble de l'Europe orientale. Il n'y en a pas beaucoup en Russie, hein, mais oui, il y en a quand même en Russie. Et notamment en Ukraine. Parce que dans la scission du XVIe, il y a eu un gros morceau d'Ukraine. C'est l'origine de ce qu'on appelle l'Église uniate, qui se constitue à partir de 1595 et des accords que j'ai évoqués, des accords de Brest. Enfin, c'est Brest là-bas, hein, c'est le Brest de l'Est. Et donc, le Vatican contrôle l'ensemble du personnel. Alors, cette église uniate, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est quand même ce qui est au cœur, je dirais, du bandérisme et au cœur de la haine anti-russe de l'ouest de l'Ukraine. C'est une vieille affaire qui remonte au XVIe siècle, ou à l'extrême fin du XVIe siècle, mais c'est une vieille affaire qui a été entretenue sans cesse par la puissance de cette église uniate. Et qu'est-ce que c'est que l'église uniate au départ? C'est l'instrument de conquête de l'ensemble de ces territoires par l'Autriche. Et qu'est-ce que devient l'église uniate à partir de l'avant-première guerre mondiale? L'instrument du Reich. Et je vais citer un seul personnage, dont, si je ne m'abuse, à moins que ce ne soit une autre famille, il y a des rejetons aujourd'hui qui sont en quelque sorte des turiféraires de la haine anti-russe en Pologne, dans les États baltes et ailleurs. Il y a notamment un solide propriétaire foncier qui s'appelle Andrei Shepnitsky. On verra ça dans la bibliographie, on trouvera, voilà. C'est un grand propriétaire foncier. Et il a été d'abord au service de l'Autriche. Et entre 1907 et 1910, le précédent pape, Pie X, lui a confié une charge plutôt allemande, puisque il était chargé de la conquête de l'espace russe et désormais non plus au service de l'Autriche, mais au service de l'Allemagne. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui s'est produit depuis le tournant du XIXe siècle, c'est la conséquence c'est un aspect des appétits allemands sur l'ensemble de la Russie. Et donc, comment les choses se terminent-elles? Elles se terminent par la défaite écrasante de l'Allemagne. Je le répète, pas à l'Est. Alors vous me direz, mais comment est-ce que dans les pays nouveaux,
créée par la victoire de l'impérialisme français, et la Pologne, à qui la victoire française donne l'existence juridique et pratique. Il n'y a pas de Pologne sans la victoire française. Mais cette Pologne, je le rappelle, dirigée de fait par des grands propriétaires fonciers dont toutes les sympathies, dont tous les liens sont allemands. Donc il y a la Pologne. Et puis, il y a ce qu'on appelle les États successeurs. Et c'est quoi les États successeurs? Ce sont les États qui ont succédé à l'Empire autrichien, qui n'existe plus au lendemain de la guerre. Hein? Il y a un tout petit bout d'Autriche. Le traité de Saint-Germain de 1919, c'est un moignon d'Autriche qui a régné sur un empire énorme. Donc, que se passe-t-il? Il y a la Serbie qui va devenir la Yougoslavie. Il y a la Roumanie qui existait déjà, qui est grossie, de dépouilles hongroises notamment, c'est-à-dire de l'Empire autrichien. Et puis il y a un État tout neuf, qui lui aussi, je dirais, dont l'existence ne tient qu'à la victoire de la France, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie. Donc je n'entre pas dans le détail géographique, hein, c'est très facile à ceux qui sont curieux d'aller regarder. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'entre-deux-guerres? Le Vatican va être l'instrument de l'Allemagne. Alors, le Vatican, je le rappelle, Benoît XV, à la fin de la guerre. L'ancien maître du Vatican n'est plus rien. C'est le moignon autrichien. Donc, qu'est-ce que garantit Benoît XV? Avec toujours son petit nonce à Munich, qui est toujours fourré à Berlin, avant d'être officiellement en 1920, le nonce non plus à Munich, mais le nonce en Allemagne, pour toute l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il promet solennellement au Reich qu'il sera non seulement l'héritier de l'Autriche, qui mangera, comme les packages balkaniques. Et comment il le mangera? Par l'Anschluss, c'est-à-dire la fusion avec l'Autriche. Vous me direz, c'est pas possible, puisque les traités de Versailles de 1910 et de Saint-Germain 1919-1920, ils interdisent l'Anschluss. Oui, ben on s'assiera dessus, hein. Avec d'ailleurs la complicité des anciens vainqueurs qui aiment quand même tellement l'Allemagne et qui ont tellement d'intérêts communs avec elle qu'ils laisseront faire. Mais pas seulement. Ce sera aussi l'ensemble de l'Empire autrichien, c'est-à-dire tous les États successeurs, Pologne grossie comprise, et puis ce qui a été entamé avant la guerre de 14, sous l'égide de Pidis, c'est-à-dire la conquête de l'espace russe. Et au début, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que quand il y a la révolution bolchevique, les bolcheviks, qu'on présente volontiers comme des très méchants, qui pratiquent la persécution religieuse, pas du tout. Je dirais même d'ailleurs qu'ils se font un moment rouler dans la farine. Pourquoi? Parce que le régime tsariste a été féroce sur le caractère exclusif de la religion orthodoxe. Le moyen de domination de l'Empire russe, c'était son bras idéologique. C'était l'Église orthodoxe. Vous le savez, qui contrôlait tout. Hein, qui a soutenu le tsar dans tous les coups.
hein, y compris dans le dimanche sanglant contre la population. Enfin, donc, le Vatican, il offre en quelque sorte tout l'espace oriental à l'Allemagne toute seule. Comment il va aider à conquérir? Ben, ça n'est pas compliqué. Il va faire avec l'Allemagne ce qu'il n'a pas fait pour la France. J'insiste pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire que l'aide du Vatican à la conquête. Quand la France a été occupée en 1870 et que le traité de Francfort a dévolu l'Alsace-Moselle au Reich, qu'est-ce qui s'est passé? Le Vatican a immédiatement accédé à l'ordre, au désir et à l'ordre de l'Allemagne de changer les titulaires des diocèses. Hein, je rappelle que c'est l'unité, la vaste unité de base de l'Église romaine. Hein. Il y a des diocèses avec voilà, des évêques dont l'Église est la cathédrale, etc. Bon. Donc, en vertu de cette règle, les évêques de Strasbourg et de Metz sont évincés. Ils sont remplacés par des Allemands. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand l'Allemagne est vaincue? Aucun remplacement. C'est-à-dire que dans des pays dont l'avenir est directement menacé par le Reich, le Vatican maintient entièrement un appareil de propriétaires fonciers entièrement dévoués naguère à l'Autriche, puis à l'Allemagne, qui assure leur enrichissement aussi important. Et voilà comment on maintiendra l'Ukraine. Alors, on me dirait, mais l'Ukraine quand même, il y a les soviétiques en Ukraine. Je laisse tomber le cas polonais. Mais bien entendu, ça se fait en Pologne. Hein, parce qu'il y a toute une partie ukrainienne en Pologne. Il y a cette partie orientale de la Pologne, hein, qui correspond à la partie occidentale de la Russie. Bon, alors comment on va faire pour maintenir la tutelle allemande? On maintient donc les évêques qui font alors directement la nique aux États nouveaux. Hein. Ils font la guerre contre leur État. Et l'évêque de Lvov, j'entre pas dans le détail, mais pour des raisons qui tiennent à la furie anti-bolchevique de la France, la Pologne, qui a une armée nulle, il ferait bien de réfléchir d'ailleurs, la Pologne qui a une armée nulle, elle se fait offrir sur un plateau des territoires ruthéno-ukrainiens qui devaient être attribués à la Russie. Là encore, j'entre pas dans les détails, c'est ce qu'on appelle la ligne Curzon, hein, qui aurait dû être à la Russie, qui aurait, d'après les Anglais, dû être donnée à la Russie, mais si la Russie, voilà, était pas bolchevique, hein, on aurait donné ça aux Blancs. Mais donc, on donne pas. Et donc, dans ces régions, on maintient en Ukraine polonaise, donc à l'est de la Pologne, on maintient Septiki. Et Septiki est en guerre ouverte contre son État polonais. Alors en apparence, tout va très bien, tout le monde est anti-bolchevique. Mais en réalité, pas du tout. Parce que l'anti-bolchevisme n'abolit pas les autres conflits d'intérêts. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien entendu
un septiki au service de l'Allemagne qui va aider à faire manger la Pologne par l'Allemagne. Et moi, dans mon ouvrage, j'explique comment anticommunistes délirants comme les Polonais, anticommunistes délirants comme l'État serbe, anticommunistes délirants comme l'État hongrois, tout ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le droit du Reich à ces territoires. De sorte que, avec ses évêques et ses archevêques et ses cardinaux, ceux qui sont promus parce qu'ils font le mieux le travail, le Vatican conserve à l'Allemagne le contrôle de toute l'Europe de l'Est. Et en ce qui concerne l'Union soviétique, dans une zone qui n'est pas l'Union soviétique, puisque son territoire a été rogné, mais dans les pays baltes, catholiques, en particulier les Estoniens, c'est plus partagé, mais en particulier la Lettonie et la Lituanie, qui sont dont les dirigeants qui sont les héritiers des couches privilégiées de ces pays baltes, sont les plus déchaînés contre la Russie aujourd'hui. Hein? Dans ces pays baltes, eh bien, tout l'appareil catholique, cet appareil catholique d'un anticommunisme délirant, d'un antisémitisme mortel, tout cet appareil qui va apporter une aide considérable aux exterminations sous gestion allemande de la Deuxième Guerre mondiale, tout cet appareil est resté en place, entièrement fidèle au Reich, qui de toute façon lui assurera bien entendu non seulement le gîte et le couvert, mais le maintien de sa propriété foncière, parce que ce sont des instruments tout à fait intéressants. Et c'est comme ça que, alors que l'Allemagne est vaincue, mais que des tas de pays ont intérêt tout de même à son maintien, je dirais, en forte position, et notamment les États-Unis. Et c'est comme ça que se prépare la deuxième, c'est-à-dire la guerre de revanche. Alors vous me direz, mais quand même, le Vatican, il a même collaboré avec les social-démocrates, quand il y a eu des social-démocrates en Allemagne. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui les guidait? Les social-démocrates, qui n'avaient rien de plus pressé avant la guerre et pendant la Première Guerre mondiale que de tordre le cou à leur minorité de gauche, le SPD était dévoué corps et âme à l'État allemand et à l'État allemand impérial. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas faire une conférence sur le rôle de la social-démocratie, parce que la social-démocratie est associée aux classes dirigeantes. Et les classes dirigeantes en Allemagne, elles sont ce qu'elles sont. Donc même, il faut se le rappeler, c'est sous gestion socialiste, en 1920, qu'est créée la nonciature à Berlin. Et je peux vous dire que Pacelli, qui fait semblant de détester Berlin, il adore Berlin, il est toujours fourré à Berlin. Parce qu'il adore les dirigeants allemands. C'est pas compliqué. Ça frappait d'ailleurs ça frappait tous les observateurs. Vous commenciez une conversation avec lui après la Deuxième Guerre mondiale, hein, en italien, je sais pas, ça se terminait en allemand. Tellement Pacelli avait été germaniste. Je vais vous donner un exemple. En 1920 et 1921,
on a deux très importants diplomates qui sont en poste en Allemagne et qui annoncent que, au minimum, vu l'attachement de Berlin à Pacelli, Pacelli sera secrétaire d'État, c'est-à-dire deuxième personnage du Vatican, et au mieux, il sera pape. Et il est secrétaire d'État en 1929, et il sera pape à la mort d'un autre pro-allemand, celui qu'on appelait avant lui le pape le plus allemand de l'histoire de l'histoire du Vatican. C'est bien simple, il y en avait toujours un pour rajouter sur l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Pacelli va être secrétaire d'État en 1929, comme je l'ai dit, et pape en 1939, avec une fidélité qui est entièrement allemande. Alors on me dira, alors évidemment, il ne faut pas quand même que je sois trop long, et puis vous voulez peut-être me poser des questions. Le problème, c'est que, voilà, il faut œuvrer théoriquement dans une Europe dont l'Allemagne est en partie bannie. Mais avec les instruments dont je vous ai parlé, avec ce qu'on appelle la politique d'apaisement, qui va consister de la part des vainqueurs à être extrêmement gentils avec une Allemagne dont les classes dirigeantes sont intimement liées aux classes dirigeantes des vainqueurs et aux classes dirigeantes du grand vainqueur américain, ben ma foi, vous voyez à travers les archives se constituer la certitude d'une nouvelle guerre et la certitude d'une nouvelle guerre dans les préparatifs de laquelle les puissances victorieuses de 1918 préparent en quelque sorte leur défaite. Et vous me direz, mais quand est-ce que les États-Unis se sont intéressés à l'Ukraine et comment ils ont été intégrés à tout ce processus? Ben, les États-Unis, ils se sont intéressés à l'Ukraine, bien entendu, dans l'entre-deux-guerres. Et il faut le dire d'ailleurs, avec des rivalités impérialistes très très puissantes qu'on voit très bien à partir des années 1920. Mais il y a des éléments communs. Les États-Unis ont absolument besoin de l'Allemagne pour s'implanter définitivement en Europe, parce que l'Allemagne est le pays impérialiste d'abord, qui est un des plus liés à leur propre capitalisme avant 1914. Et c'est un instrument de conquête de l'Est avec lequel on peut quand même s'entendre. Il faut savoir que toutes les campagnes allemandes, et elles ne manquent pas, hein, toutes les campagnes allemandes organisées en complicité avec le Vatican contre l'Ouest et contre l'Est, toutes ces campagnes allemandes ont été organisées en complicité avec les États-Unis et même financées par les États-Unis. Car les impérialismes, ils s'entendent très bien quand il s'agit d'abattre leurs ennemis. Après, ils s'entendent moins quand il s'agit de se partager les dépouilles. Mais pour abattre l'ennemi, et en particulier la caverne d'Ali Baba russe, et à l'intérieur de la caverne d'Ali Baba, la caverne d'Ali Baba ukrainienne, on peut tous s'entendre, à ceci près que
dans l'entre-deux-guerres, c'est l'Allemagne qui mène la danse, et qu'à partir de 1944, sur fond de ralliement du Vatican à la victoire des États-Unis, comme après l'autre guerre, comme dans l'autre guerre, les mêmes choses vont se reproduire, c'est-à-dire que le Vatican a absolument besoin des États-Unis pour mener à bien sa guerre contre l'ensemble de l'Europe orientale et centrale. Il faut savoir que tous les dirigeants d'aujourd'hui des pays de l'Est européen, qui sont les plus déchaînés contre les Russes, sont les héritiers au sens familial propre de ceux qui étaient les principaux alliés des Allemands avant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres. On sait très bien, il y a toute une série de dirigeants d'aujourd'hui qui ont été accueillis à partir de 1945 ou 46 ou 47 ou 48, surtout 47-48, qui ont été accueillis dans les pays occidentaux, qui ont été accueillis dans les ambassades américaines de chacun de ces pays. C'était quoi le personnel à côté du personnel américain? C'était un personnel essentiellement vernaculaire du pays, hein, mais constitué des privilégiés qui avaient perdu leurs biens avec les nationalisations de 45, 46, 47, 48. Hein? Et donc, vous voyez comment une affaire qui a l'air idéologique et religieuse est une affaire qui est centrée sur la conquête des richesses de l'ensemble de l'Europe orientale et balkanique. J'ai évoqué, alors, il faut bien le savoir, comme Septiki, il a duré longtemps, hein, il a été en poste, ma foi, près de 45 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Septiki? Pendant la guerre, il a été le grand organisateur des bandéristes, le grand organisateur des massacres, avec par exemple la division Galicia, constituée de bandéristes et qui était allé tuer les Polonais en masse. Vous savez, ce conflit qu'on trouve aujourd'hui entre les Polonais qui font semblant d'adorer l'Ukraine, mais qui la détestent, qui ont quand même quelques petits souvenirs ou quelques petites connaissances sur les massacres de Volhynie, quand même 100 000 Polonais liquidés par les bandéristes. Hein, donc, on fait ami-ami, mais bon, hein, ça a ses limites. Et c'est sous l'égide de Septiki que s'est préparée non seulement l'occupation de l'Ukraine, l'occupation de la Russie, mais je dirais qu'a été organisée, enfin, qu'a été tentée la reconquête catholique de la Russie. Et ça dure jusqu'en 1944. Pourquoi en 1944 ? Parce qu'en 1944, l'Union soviétique reconquiert l'Ukraine. Et elle va même aller jusqu'à Lvov. Elle va à ce moment-là avoir toute l'Ukraine anciennement polonaise. Et qui est-ce qui va organiser, entretenir le cancer? C'est les héritiers de Septiki. Les héritiers catholiques de Septiki. Les petits chéris de celui qui est devenu Pie XII en 1939, qui déteste en fait les États-Unis,
mais qui a eu toute sa vie besoin des États-Unis. Il faut se rappeler que le nonce Pacelli, à Munich, toujours fourré à Berlin, en janvier 1918, il disait au Vatican, nous ne pouvons plus compter que sur les États-Unis, c'est notre planche de salut. C'était le seul moyen de sauver l'Allemagne, qui s'était quand même pris une véritable défaite militaire, hein, à l'ouest, pas à l'est. Bon, et c'est le même Pacelli, devenu pape, hein, jusqu'à sa mort en 1958, et qui sera surnommé le pape atlantique ou le pape de l'OTAN. C'est-à-dire qui se transformera en serviteur des États-Unis. Mais le serviteur des États-Unis demeure un serviteur de l'Allemagne pendant toute la période considérée. Et donc, la conquête de l'espace soviétique et la réunification allemande, elle se fait avec les mêmes forces, avec les mêmes soutiens que ceux qui ont présidé au phagocytage allemand de l'Europe centrale et orientale de l'entre-deux-guerres. Donc, qui ne veut pas voir ce qu'est l'apport historique? Qui se laisse aujourd'hui tromper par le tapage sur la Russie qui va bientôt nous envahir toute l'Europe, qui ne rêve que conquête, qui, quand elle aura conquis l'Ukraine ou un petit bout d'Ukraine, puisqu'elle ne demande que ses territoires orientaux. Je rappelle quand même que l'Ukraine soviétique, elle est allée jusqu'à Lvov. Et que, avant même que l'Union soviétique ne recueille en 1945 officiellement les territoires orientaux polonais, tandis que la Pologne s'étendait au détriment de l'Allemagne sur sa frontière occidentale et sur la frontière orientale de l'Allemagne. Pendant que ces choses se faisaient, on a eu à tous les moments une couverture idéologique qui était à l'époque évidemment le communisme soviétique et qui est aujourd'hui l'impérialisme poutinien. Mais vous grattez un peu, évidemment quand vous connaissez le détail, vous mesurez, alors d'abord vous mesurez l'ampleur des moyens déployés. Il a fallu beaucoup d'argent, beaucoup, qui n'a d'ailleurs, il faut le dire, pas toujours suffi. Beaucoup d'argent, c'est bien pour conquérir une vieille zone catholique comme la zone uniate, mais beaucoup d'argent pour transformer les orthodoxes russes en uniates, c'est pas possible. Ça n'est quasiment pas possible. Merci, camarade. J'aimerais bien clôturer notre rencontre riche avec vous. Vraiment, j'apprends beaucoup personnellement. Vous pensez que ces données historiques, ces événements historiques, ce dynamique historique, il est en train d'impacter aussi notre réalité? Beaucoup des observateurs voient et pensent que la politique du Vatican est caractérisée par un double standard. Le Saint-Siège s'abstient délibérément de critiquer les autorités ukrainiennes pour avoir persécuté les représentants de l'Église orthodoxe russe. Le silence du pape Léo XIII sur le dossier ukrainien s'explique par son désir d'approfondir la sécession dans l'orthodoxie pour renforcer ses propres positions. Aussi, le Vatican fait une incursion idéologique dans l'espace post-soviétique. La rencontre de Léon XIV avec le président Bien sûr, mais
Moldave, M. Sandou, en septembre 2025. Et le soutien qu'il a exprimé se produit alors que les autorités moldaves attaquent l'église moldave canonique du patriarcat de Moscou. Parce que c'est la continuation. Hein. Parce que ce que j'ai dit pour la Russie vaut, j'y insiste, pour d'autres États. C'est-à-dire que la même guerre a été menée par le Vatican contre la Roumanie, contre la Tchécoslovaquie, la question ne se pose pas, même contre la Hongrie, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le même cas de figure. Et dans le même cas de figure, évidemment, qui est un petit peu compliqué par le fait que, à partir de 1944-45, par exemple, pour l'Ukraine, bien sûr que l'Allemagne joue encore un rôle. Mais la conquête de l'Ukraine, c'est essentiellement les moyens, c'est deux choses. Il faut le savoir, ça. C'est comme ça que l'uniatisme s'est maintenu. Il s'est maintenu après la mort de Septiki, bien entendu, par le recrutement d'évêques clandestins. Pacelli était un spécialiste des évêques clandestins. J'ai évoqué l'évêque clandestin Wojtyła, qui a été mis ensuite dans l'alliance entre Allemagne et États-Unis avec l'élection de Jean-Paul II en 1978. Vous voyez que c'est des phénomènes de long terme. Mais ce Wojtyła, c'est qui? C'est l'adjoint de l'évêque de Cracovie. C'est l'adjoint clandestin de l'évêque de Cracovie, Sapieha, de la grande aristocratie foncière polonaise, qui n'avait pas beaucoup d'esprit national, mais qui était quand même moins soumis que Wojtyła. Wojtyła, c'est un collabo de la guerre qui a fait d'ailleurs disparaître toutes ses archives. Hein, il a perdu toutes ses archives, il paraît, et qui a nommé tous les prélats clandestins qui ont été à l'œuvre dans une entreprise, je dirais, qui a été éclatante en Ukraine, dans l'Ukraine de Lvov, et c'est là qu'a été maintenue la base uniate et la base bandériste, qui a abouti dans la période 45-50 à la liquidation de dizaines de milliers de fonctionnaires militaires et civils soviétiques, et qui a été financé comment? Par les États-Unis de la manière suivante. Les choses étant organisées dès 1944. Là, les États-Unis donnaient l'argent. Mais qui pouvait assurer le meilleur boulot? Pas les Américains, les Allemands, c'est-à-dire ceux qui avaient occupé le territoire soviétique, tout le territoire occidental soviétique, puisque l'ensemble de la Russie, de l'Union soviétique occidentale est sous occupation allemande. Et à la tête de l'affaire, qu'est-ce qu'on met? On met le grand criminel de guerre Gehlen, Reinhard Gehlen, qui a présidé à l'occupation effroyable de la Russie, qui s'est appuyé sur les Uniates, qui ont liquidé non seulement les Polonais, mais alors une masse de Soviétiques. Et c'est cet appareil de l'ensemble des bourreaux de l'Union soviétique et de la Pologne d'ailleurs, hein, de l'ensemble des bourreaux de l'Union soviétique qui va être à l'œuvre dans la guerre clandestine qui est menée à partir de 1944. À partir de 1944.
je dirais, avec un caractère systématique et codifié à partir de 1947-48, et qui a été un des facteurs de dissolution de l'Union soviétique, pour une raison très simple, qui avait été établie par les Américains, comme par n'importe qui. Qui veut contrôler un pays fait comment? Il fait comme disent les Chinois, il pourrit le poisson par la tête. Et pourrir le poisson par la tête, c'est faire quoi? C'est conquérir ses classes dirigeantes. Comment on conquiert ces classes dirigeantes? En s'engageant et en leur donnant évidemment des signes, des preuves, en s'engageant à maintenir leurs privilèges ou à en créer de nouveaux. Pour un pays comme l'Union soviétique, il fallait en créer de nouveaux, hein, puisque personne ne possédait de capital. Hein. Molotov, il s'était gardé 500 roubles pour payer sa sépulture. Comment on l'a fait? Et on connaît ça, on sait. On sait quand on va regarder les fonds un peu, hein. Pourrir le poisson par la tête. Pas les masses. Les masses, on les contrôle parce qu'on contrôle tous les moyens d'information et la propagande que nous voyons d'ailleurs à l'œuvre de manière tellement remarquable ces temps-ci. Mais si vous contrôlez les classes dirigeantes ou les couches dirigeantes, en Union soviétique, il n'y a pas de classe dirigeante au sens propre du terme, s'il n'y a pas de propriété privée massive, alors on les achète. Et ça, c'est quelque chose qui est perceptible par des archives en partie accessibles, je dirais très bien avancées notamment par ce qu'on appelle les historiens révisionnistes américains, qui ont tout dit à partir des années 60. Mais il faut le savoir. Donc quasiment rien n'est connu en France parce qu'il y a eu un véritable rideau de fer contre la traduction. Et comme il ne faisait pas bon dans les carrières à l'époque de l'Union européenne, raconter des choses qui déplusent à la fois à l'Allemagne et aux États-Unis, sans parler des classes dirigeantes des autres pays, eh bien, la France, pour ne citer qu'elle, mais c'est vrai de l'ensemble de la zone d'influence américaine, a maintenant une population absolument inculte et qui n'imagine seulement pas, il suffit de lire le courrier des lecteurs du Monde, hein, que la Russie n'est pas simplement un pays assoiffé de sang, mais qu'on est passé d'une situation où la Russie comptait 22 millions 4 de kilomètres carrés, en a perdu 5 millions. Moi, je ne connais aucun pays qui ait subi des pertes pareilles. Hein. Je dirais qu'à la limite, je ne connais que les Palestiniens qui ont tout perdu, mais les pauvres, c'était un espace très limité. Là, c'était un espace énorme. Hein? Eh bien, comment on est passé d'une situation où quand même les frontières de la Russie étaient très éloignées de la zone d'influence américaine, à une situation où les forces de l'OTAN sont aux portes de la Russie. Et en plus, exiger depuis je ne sais combien de temps que la Russie leur accordât le droit de mettre l'Ukraine, l'ancien cœur de l'Union soviétique, l'ancien cœur occidental de l'Union soviétique, de leur mettre l'OTAN directement en Ukraine. Alors là, c'était même pas quelques centaines de kilomètres, là, on y était. Eh bien, les masses, on les conquiert par les moyens d'information que possèdent les privilégiés. Mais les privilégiés,
pour les faire devenir, comme disait le général des Jésuites initial Ignace de Loyola, pour les rendre périndés à cadavère, comme un cadavre, au service de la puissance dominante. Il faut leur garantir que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, avec des pays à peu près vidés de leur substance, leur propre sort ne subira aucun dommage et même peut éventuellement s'améliorer sur fond de perte de substance nationale totale. C'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais c'est une situation dont on ne peut prendre la mesure qu'à partir du moment où on a la connaissance historique qui est précisément entravée par toutes les réformes de l'enseignement qui se sont, dans un cadre européen, installées, par exemple, dans un pays comme la France, dans les décennies précédentes, et en particulier, depuis le tout début du XXIe siècle. Donc, il faut bien comprendre qu'actuellement, et ça donne évidemment des possibilités extrêmement faibles, la seule parade à une propagande obsédante de 0 à 24 heures, c'est un minimum de connaissances historiques. Il n'y a aucun moyen de résister sur le plan, j'entends, de la représentation du monde, de la connaissance du monde, de la connaissance des processus qui conduisent à la situation d'aujourd'hui, sans un minimum d'accès à la vraie connaissance historique, c'est-à-dire pas aux abris qui circulent à la télévision, non. Et ça met le camp de la connaissance et de la science dans une position d'extrême faiblesse depuis plusieurs décennies. Merci infiniment, professeur. Oui, j'ai résisté à la toux jusqu'au bout. Oui, merci infiniment, professeur Lacroix-Ries. Un grand merci pour cet éclairage précieux sur un sujet aussi complexe que passionnant. Oui, c'est long, et puis finalement, c'est un sujet que quasiment personne ne connaît, parce qu'il n'est jamais abordé. Oui. Il est trop tabou. Merci beaucoup. J'espère qu'on va continuer dans les commentaires, dans le liking aussi, le partage, continuer les discussions. J'espère que professeur Ries va nous envoyer la bibliographie pour qu'on puisse le mettre en description. Bien entendu. Alors, il y a une énorme partie de la bibliographie qui est en langue étrangère, mais il y a quand même quelques éléments. Je vais vous envoyer évidemment quelques éléments, mais il faut bien le savoir, la connaissance est particulièrement entravée par le fait que ces questions sont tabous chez nous. Ce qui va susciter la compréhension, recherche et les tentatives de comprendre. Merci infiniment, camarade. Je salue bien tout le monde et je vous remercie de m'avoir invité. Merci infiniment et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.